Solidarité. 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 Démocratie. 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 Fraternité. Fraternité. Parité. Parité. Écologie. Écologie. Bonjour ou bonsoir, puisque je ne sais pas à quelle heure vous nous regardez. De toute façon, c'est ou très tard ou très tôt. On a droit à un bon quart d'heure pour cette nouvelle émission de la campagne officielle. Alors, on a choisi, autour de Dominique Voynet, de rassembler un certain nombre de gens qui vont parler de thèmes divers et qui surtout représentent un petit peu la variété des soutiens à la candidature de Dominique. Alors, je vous les présente rapidement. Gilbert Wasserman, qui est là comme porte-parole de la Convention alternative progressiste. Marie-Christine Blandin, que vous connaissez sûrement, qui est la présidente depuis 92 maintenant de la région Nord-Pas-de-Calais, donc grosse responsabilité. Roger Winterhalter, qui est le porte-parole de l'alternative rouge et verte, maire d'une ville qui s'appelle Lutterbach. Monsieur Pietrasanta, Yves Pietrasanta, qui lui est maire aussi d'une ville qui s'appelle Metz et qui est conseiller régional dans le Languedoc. Ça vous montre un peu la diversité de ses soutiens et aussi les responsabilités qu'ont les gens autour de Dominique, qui ne sont pas simplement des militants de terrain, mais qui sont aussi engagés à des postes institutionnels. Nous avons aussi Dominique Fragère, qui lui est maire adjoint plus spécialement chargé de la santé à Colombes et aussi conseiller régional d'Île-de-France. Et Marianne Isler-Béguin, que vous connaissez aussi, et qui est l'ancienne vice-présidente du Parlement européen et porte-parole des Verts. Voilà, alors chacun de vous va nous dire en quelques mots, nous parler un petit peu de son action sur le terrain, nous dire aussi pourquoi il a choisi de soutenir Dominique Voynet. Et on va commencer par la plus gradée. Tiens, Marie-Christine Blandin, comment ça se passe dans le Nord-Pas-de-Calais? Qu'est-ce que ça apporte à une grande région comme le Nord-Pas-de-Calais, une présidence différente de celle des partis traditionnels? Les différences, c'est le scrutin proportionnel qui a permis l'arrivée d'une écologiste, disons-le, minoritaire, et qui fait que chez nous, il n'y a pas une majorité de 51% qui opprime et qui coupe la parole et les moyens de la minorité de 49%, comme ça se passe dans beaucoup d'assemblées. Chez nous, le débat est roi. Et il y a plus d'intelligence dans la tête de 113 élus qui discutent, qui confrontent leurs idées, que dans la tête d'une majorité qui confisque le pouvoir. Alors quand le débat est roi, c'est pas trop le bordel, comme on dit. Exactement. On est obligé de composer, on est obligé de partager, on est obligé d'amender les projets. Et comment, avec un débat aussi large, peut-on conserver l'écologie? Parce que le danger serait de prendre le plus petit commun dénominateur. Eh bien, en instaurant la démocratie participative, en informant les 4 millions d'habitants de nos projets, du réel, de nos impossibilités, de nos possibilités, en les associant au choix en amont, en corrigeant selon ce qu'ils nous renvoient. Je vais prendre un seul exemple, la coopération décentralisée. Région la plus pauvre de France, le plus grand nombre de chômeurs, région la plus jeune, est-ce bien raisonnable d'aller mettre de l'argent régional vers le tiers-monde? Et bien, quand les gens savent que le but que nous poursuivons, 1% de l'argent, ça représente 40 fois plus proportionnellement que les autres régions, mais 1 kilomètre d'autoroute, ils seraient prêts à mettre 10 fois plus. Et associer les gens à la décision, c'est la garantie de la démocratie, c'est la garantie de la compréhension. La démarche de Dominique, qui convoite donc cette campagne des présidentielles, qui essaye de faire passer notre message, je pense qu'elle est fondamentale. Elle montre qu'il n'y a pas de solution toute faite, les gens cherchent l'honnêteté, la volonté, et ils veulent discuter des solutions techniques. Vous n'avez pas trop de problèmes au moment des votes dans votre assemblée? Vous arrivez à vous en sortir, à voter le budget? Il y a des régions où on n'arrive pas à voter le budget. Il y a des régions dont les grands prêtres sont les tenants de la majorité absolue. Ben, eux, ils n'arrivent pas à voter leur budget. On arrive au délai de rigueur, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas réussi à dégager une majorité.
alors qu'avec notre proportionnel, notre système d'animation, notre recours à la population, eh ben ça marche. Les autres conseillers régionaux, là, vous confirmez cette vision des choses? Et l'arrivée des écologistes dans les conseils régionaux a apporté un sang neuf à la politique. Elle a dépoussiéré la façon de faire la politique traditionnelle. Et il faut voir le bilan des conseillers régionaux qui sont vraiment attachés à leur région, qui est très important dans les diverses régions. C'est quelque chose de très innovant, je crois. Alors, et un maire maintenant, un maire alternatif, qu'est-ce que ça a de spécial? Qu'est-ce que ça fait de spécial sur le terrain? Comment ça gère sa ville? Je ne sais pas si c'est quelque chose de spécial. Bon, je suis... j'espère. Moi, j'étais né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, je crois que ça m'a beaucoup marqué parce que notre village a été sinistré presque à 100%. Et puis ensuite, j'ai l'habitude de dire que je suis un militant né de la guerre d'Algérie. On a pris ce qu'on appelle le pouvoir municipal en 77, et puis depuis ça dure. Hein. 77 déjà, oui. Ça en 77, j'étais à l'époque, j'appartenais encore au PSU, donc je reste attaché à ces idées, à cet idéal. Et puis on s'est dit, eh ben, avec nos moyens, avec nos possibilités, nos limites, on va essayer de mettre en pratique un certain nombre de choses, expérimenter sur le terrain, parce que je crois que les municipalités sont un très bon terrain d'expérimentation. On est aussi la première ville à s'être déclarée zone dénucléarisée, à la fois pour un symbole, mais aussi par solidarité avec ces gens de Tchernobyl, et depuis les enfants viennent, des scientifiques viennent également discuter avec nous sur les énergies renouvelables. Là, on a eu un échec. On a voulu avoir un projet de géothermie, et puis qui ne s'est pas réalisé, parce qu'en France, je crois gauche-droite, un seul combat pour le tout nucléaire, il faut bien le dire. Et puis, bon, nous, on pense à autre chose. Je crois qu'il faut aussi faire le bilan de ces échecs. Mais parallèlement, on l'a aussi lié à ce que j'appelle, hier, je disais, il faut se donner la main. Aujourd'hui, on dit les solidarités. Solidarité avec les plus démunis. On fait toute une série de projets pour l'insertion sociale par l'économique. On a lancé, là, on a une association intermédiaire qui n'est rien d'autre qu'un bureau de placement à but non lucratif. On fait des chantiers professionnels pour des contrats emploi solidarité. On a des entreprises d'insertion, notamment la brasserie, parce que ça c'est l'Alsacienne qui cligne de l'œil. Et puis là, elle est fermée depuis 69, et on a relancé une brasserie artisanale qui embauche à la fois des gens qualifiés et des gens non qualifiés. Mais je crois que là aussi, on a compris nos limites et ça ne suffit pas. Je crois qu'actuellement, dans la situation de chômage, je crois qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'on parlera de la réduction du temps de travail. Bon, Dominique Fragère, les problèmes de santé, c'est votre domaine. Bon, il se trouve que c'est aussi une des spécialités de la Cornette, qui, rappelons-le, est quand même médecin. Comment vous gérez ça dans une grande ville de la Dans une grande ville, parisienne, donc, comme Colombes, qui est une grande ville de l'agglomération parisienne, évidemment, le premier problème, c'est, je dirais, avec la crise et le chômage dans les cités. Hein. Moi, j'habite une cité populaire de 12 000 personnes et je vois depuis 20 ans, je vois bien la dégradation et les problèmes, y compris de santé, au sens large du terme, que nous rencontrons, aussi bien pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. C'est d'abord l'accès aux soins, tout bêtement. C'est une question qu'on pensait régler, des problèmes comme ça qu'on croyait régler, des acquis, et qui ne le sont pas. L'accès aux soins pour tous, y compris, c'est de la solidarité, comme disait Roger, pour les plus démunis, qui parfois sont toxicomanes, par exemple, hein, avec un sida qui galope. Dans mon département, qui est le plus riche de France, dit-on, hein, les Hauts-de-Seine, il y a entre décembre 92 et décembre 93, 1500 cas de sida, 31% d'augmentation comme taux de progression, et une singularité terrible, un mode de contamination, l'échange de seringues souillées chez les toxicomanes. Alors voilà pourquoi, par exemple, quand il y a urgence, je dirais priorité pour limiter la casse, il faut avoir des actions très concrètes sur le terrain. Gilbert Wasserman, le social dans cette campagne, vous êtes un petit peu le représentant de cette mouvance qui a rejoint petit à petit, ou du moins il y a eu convergence entre vos sensibilités, et vous vous retrouvez donc aujourd'hui à soutenir Dominique. Comment vous avez vécu cette campagne? Quels sont les thèmes que vous voulez porter en priorité? Je ne serai pas seulement le représentant du social dans cette campagne, j'assume aussi l'écologie. Je veux dire par là que, pour ce qui nous concerne, nous qui nous définissons comme la gauche alternative, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, nous venons de la gauche traditionnelle, même justement, nous avons tiré le bilan de ces échecs, de ces impasses, et nous essayons de construire un nouveau projet.
Et pour construire un nouveau projet, il nous semble indispensable de rencontrer l'écologie. Et c'est pour ça que nous plaidons pour un véritable mariage du socialisme et de l'écologie. Au fond, les logiques du productivisme exacerbé et les logiques de l'argent roi, de la recherche du profit maximum, c'est quand même au fond les mêmes logiques. C'est une idée qui avance, hein, c'était le titre d'un grand quotidien du soir hier. Si vous avez Oui, vu. justement, et nous sommes très contents que Dominique Voynet ait pu, tout au long de cette campagne, commencer à avancer ces idées-là, et je crois que c'est les idées de l'avenir, c'est les idées du rassemblement que nous avons à faire. Mais alors, est-ce que, Marianne Isler-Béga, est-ce que, justement, à contrario, on ne peut pas dire que cette campagne a un peu passé sous la table les vrais problèmes écologiques? Qu'est-ce qu'en pense la porte-parole des Verts, là, cette approche qu'on entend de temps en temps? Pas du tout, parce que la preuve est faite qu'aujourd'hui, nombre de partenaires ont intégré aujourd'hui l'écologie. Pour nous, l'écologie, c'est un tout. Le social est intégré dans l'écologie, l'environnement est intégré dans l'écologie. Donc je crois qu'il y a encore quelques pas en avant à faire, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler quand même. L'environnement, c'était le premier combat des écologistes. Il y a 20 ans, René Dumont, Monsieur Monod, Jean-Pierre Raffarin, ce sont des personnes qui ont porté les couleurs de l'écologie depuis 20 ans. Aujourd'hui, elles se concrétisent par des élus dans les différentes institutions. Moi-même, j'étais pendant 5 ans au Parlement européen, où nous avons réellement travaillé. Nous avons essayé de montrer que, aussi bien en France, en Europe, dans les pays de l'Est que dans les pays du Sud, aujourd'hui, nous devons passer à un développement écologiquement soutenable. Ce que nous appelons ici la transformation écologique de la société. Donc, et c'est vrai qu'en regardant ce qui est fait en France, en matière d'environnement plus particulièrement, eh bien, on n'avance pas. Rio, c'était il y a 3 ans, Berlin, c'était hier, rien n'avance. Pour vous donner juste un chiffre, le chiffre du budget du ministère de l'Environnement, 1,7 milliard, ce qui équivaut au fonctionnement de la très grande bibliothèque nationale. Donc c'est qu'aujourd'hui, le choix politique qui est fait en France, c'est pas le choix de la santé, c'est pas le choix de l'environnement, c'est pas le choix de l'écologie, c'est pas le choix du social. On n'a pas envie d'investir ni dans l'eau, ni dans l'air. Alors que il faut bien boucher les trous, voilà, mais on peut Lyonnais, etc. C'est pas certain. Pour embrayer sur ce qu'a dit Marianne, je crois qu'il faut vraiment être des écologistes de terrain. C'est sur le terrain qu'on peut faire le développement local et relier avec le développement durable dont elle parle. Et on peut parler des grands problèmes dont Dominique a parlé dans la campagne électorale, mais les problèmes des déchets, le recyclage, la propreté de l'eau, la pureté de l'air, c'est très important. Ce qui se passe dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos villages, c'est très important tout ça. Et donc, avec le parti écologiste récemment créé, que nous représentons avec Dominique Fragère, nous sommes des humanistes, nous avons pensé que Dominique Voynet, c'est vraiment elle qui représente les écologistes de terrain, et c'est elle qui nous représente dans cette campagne des présidentielles. Et tout ça sans oublier, elle mérite d'être vraiment écoutée. Tout ça sans oublier, comme le rappelait Marie-Christine Blandin, les problèmes de développement, les problèmes Nord-Sud, etc., qui sont vraiment aussi au cœur de notre démarche commune. Dominique, il t'appartient de conclure. Oui, j'ai eu l'occasion tout au long de cette campagne de défendre avec beaucoup d'énergie et de conviction un projet politique pour entrer dans le XXIe siècle, un projet qui donne tout son sens à ce terme de développement soutenable que nous avons mis en avant, un projet qui insiste sur la nécessité de partager mieux les richesses, de diminuer le temps de travail, de penser des transports collectifs accessibles et confortables, d'abolir la dette des pays du tiers-monde et de mettre en place des circuits qui privilégient la coopération décentralisée et les relations directes entre les gens. J'ai eu l'occasion d'insister sur les dégâts considérables d'un modèle de développement qui n'était maîtrisé par personne et qui était en fait qui s'était emballé sous la pression des grands lobbies et des grands corps qui sont assez irresponsables face aux lois du marché. Mais je tenais, dans cette phase terminale de campagne, à être entourée ici des gens qui l'ont faite avec moi, cette campagne, et qui font vivre l'écologie et l'alternative tous les jours sur le terrain. Des gens qui sont des élus, qui prennent des responsabilités, qui expérimentent, qui innovent, qui créent, qui font le lien en permanence entre l'action au niveau local et la réflexion pour un nouveau projet de société qui marie l'écologie, le socialisme, la démocratie et qui nous permettent finalement, à nous qui n'avons pas encore une très longue expérience de travail en commun, de dessiner ce qui pourrait être un grand mouvement pour rentrer dans le XXIe siècle en portant l'espoir des gens.
Osez Dominique Voynet, ça change tout. Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Rappelez-vous la tempête de l'hiver 99, la canicule de l'été 2003, l'ouragan Katrina. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais? Tu n'as rien fait? Pourquoi ?» On ne fera pas d'écologie sans les écologistes. Je suis la candidate des Verts, des écologistes. J'ai 48 ans, je suis maman de 2 filles, mais ce n'est pas en tant que femme que je me présente aux élections présidentielles. Je suis médecin, j'ai été militante syndicale, militante associative, militante politique au sein des Verts. Je suis élue de Seine-Saint-Denis, j'ai été ministre. Je veux à chaque instant concilier l'action sur le terrain et le changement des politiques. Depuis 20 ans, l'écologie, c'est vraiment toute ma vie. Je suis professeure des écoles. Cette année, j'ai une classe à double niveau, un CP-CM2. En classe, nous travaillons sur la révolution française, la révolution industrielle, mais la révolution écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment rendre les enfants acteurs de cette révolution? C'est très difficile de parler de l'école dans notre pays. Nous avons été des élèves, nous sommes des parents, nous connaissons des enseignants, nous avons tous un avis sur cette question. N'est-ce pas tout simplement incroyable qu'on ose encore demander à l'école de réparer seule les dégâts de 30 ans de crise? La situation, nous la connaissons. Des réformes qui s'empilent et qui arrivent d'en haut sans concertation. Une pression de plus en plus forte sur les enfants et sur les enseignants, avec des conséquences très graves. Un échec scolaire massif chez des enfants humiliés, cassés, qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, une grande souffrance chez les enseignants qui aimeraient beaucoup aider leurs élèves et qui ont le sentiment de ne pas pouvoir le faire, et puis une énorme colère à l'égard de la hiérarchie, à l'égard des gouvernements qui se succèdent et qui donnent l'impression de charger encore et encore la barque. Alors les solutions, nous les connaissons et nous avons envie de les mettre en œuvre. D'abord, commencer à accompagner les familles dès les toutes premières années. Un service public de la petite enfance est indispensable. Ensuite, revoir et alléger les programmes scolaires. Tout n'est pas prioritaire. Nous devons faire en sorte que nos enfants aient des fondations solides pour leur permettre ensuite de se préparer à des orientations et à des choix différents au cours de la vie. Nous devons cesser de sélectionner par l'échec, retarder le moment de la sélection et faire en sorte que l'orientation ne soit pas faite par défaut mais en fonction des goûts, des priorités et des besoins bien sûr aussi du marché du travail. Nous devons rompre avec un discours qui laisse croire que nous donnons plus à ceux qui ont moins alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Et puis nous devons permettre aux enseignants de se recentrer sur leur mission première, enseigner, en faisant entrer d'autres adultes dans l'école, des assistants d'éducation pour accompagner tous les temps de la vie scolaire, des éducateurs pour permettre aux enfants handicapés d'être accueillis effectivement comme le prévoit la loi, mais aussi des enseignants de langue régionale, des militants associatifs, des représentants des réseaux de l'éducation populaire. C'est cette diversité qui va permettre à l'école de ne pas être fermée sur la vie et d'assumer aussi sa mission culturelle et sa mission citoyenne. En tant que médecin généraliste, je suis de plus en plus confronté à des patients qui se posent des questions sur les nouveaux risques, que ce soit sur la pollution, les OGM ou la grippe aviaire. J'aimerais bien savoir quelles sont les réponses que la révolution écologique peut apporter à ces nouveaux risques. Je suis moi-même médecin et je partage largement vos préoccupations. La quasi-totalité des nouvelles maladies, des nouveaux risques sont liés aux conditions de vie et de travail, aux conditions d'environnement plus largement. C'est vrai pour la grippe aviaire, largement lié aux conditions dans les élevages. C'est vrai aussi pour les OGM dont les risques ne sont pas réellement très bien connus à cette heure. Alors nous avons le choix entre deux stratégies. Soit réparer les dégâts en cherchant pour chaque pathologie nouvelle une molécule miracle, soit mettre en place une stratégie de précaution, de prévention pour réduire dans l'environnement les facteurs qui expliquent la dégradation de la santé. Pour être très concret, est-ce que nous allons continuer à chercher une pilule miracle contre l'obésité ou conseiller un bon équilibre alimentaire et la pratique d'un exercice physique régulier? Est-ce que nous allons dire aux agriculteurs qui souffrent de stérilité ou de problèmes immunitaires qu'ils doivent tolérer
accepter les pesticides ou est-ce que nous allons réduire l'usage de ces molécules toxiques dans les pratiques agricoles? Nous souhaitons donc privilégier la prévention, l'éducation sanitaire, remettre le généraliste au cœur du système de santé, ce qui suppose qu'on travaille sur les conditions de son installation dans les quartiers difficiles, dans les zones rurales, y compris financièrement. Ce qui suppose aussi qu'on développe des nouvelles modalités d'exercice, des maisons médicales, des réseaux de santé, des centres de santé, où les professionnels et les usagers pourraient travailler ensemble. L'enjeu est tout simple, il s'agit de passer d'un système de soins qui fonctionne au profit des professionnels à un système de santé conçu dans l'intérêt de chacun d'entre nous.